Je m'appelle Mohamed Bougarsar, je suis sénégalais et je suis écrivain. Mon père est médecin. Disons que je viens d'une classe plutôt moyenne. Mais de la même manière, de la classe moyenne au Sénégal, c'est d'une certaine façon être déjà un tout petit peu privilégié. Et ça, j'en ai conscience. Mon père, particulièrement, vient d'une famille assez défavorisée. C'est le premier de sa famille à avoir fait de longues études. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a toujours considéré qu'investir dans les livres en particulier est extrêmement important parce que c'est par là qu'il s'en était sorti. Et il n'a jamais hésité à consacrer beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aux livres. Mais je pense que de façon très simple et élémentaire, je pourrais dire que c'est d'abord parce qu'il y a eu un environnement familial qui m'a poussé à beaucoup lire étant enfant. J'ai fait toute ma scolarité en français et c'est quelque chose que je regrette un peu. Je ne regrette pas d'avoir fait la scolarité en français, je regrette qu'à côté de la scolarité en français, il n'y ait pas eu une autre scolarité dans une des langues nationales du Sénégal, en Sérère par exemple, qui est ma langue maternelle. J'aurais aimé parce que aujourd'hui c'est connu, documenté, chiffré, prouvé scientifiquement que l'on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement dans une langue qu'on connaît, une langue de notre environnement qu'on connaît, qu'on parle au quotidien. Ça, c'est sourcé. Donc, il faut politiquement, je pense qu'il n'y a que ça qui reste. L'effort politique à fournir, le courage politique à avoir pour tenter de mettre en place sur la durée et de façon déterminée. Je dis déterminée parce qu'il y a des expériences qui ont été menées. Donc, on se rend compte qu'il faudrait 2 ou 3 générations pour arriver à installer ça. Est-ce que c'est un temps, qu'on peut prendre sachant la vitesse des choses et la férocité de la compétition entre les États. Je suis victime de cette tragédie qui touche beaucoup d'écrivains africains de langue française et qui ayant fait toute la scolarité en français, ayant commencé à lire, découvrir la lecture en français, on écrit en français parce que c'est notre langue d'écriture naturelle. Et je parle de tragédie parce qu'évidemment, il y a tout un pan peut-être de notre vie intérieure qui nous demeure caché, ou en tout cas un peu éloigné parce que on n'arrive pas à l'investir par une langue. Parce qu'évidemment, une langue porte toujours tout un monde. C'est dommage de ne pas arriver à l'explorer plus fortement. Ça demande toujours un travail très personnel, autodidacte, pour se reformer à l'écriture dans une langue. La parler, c'est une chose, mais l'écrire correctement et pouvoir faire en sorte de l'écrire avec l'exigence qu'il faut pour une œuvre littéraire, ça c'est un travail lent, patient, mais qu'il faut faire, en tout cas que j'essaie de faire personnellement. Le jour où je me sentirai prêt, il n'y a aucun doute que je tenterai d'écrire dans ma langue maternelle. Il y a de façon évidente une inégalité politique entre les langues qui s'appuie sur les inégalités politiques, pas sur le plan linguistique, mais géopolitique. L'histoire de la langue française, par exemple, son expansion dans le monde est indissociable d'une question de conquête aussi, de puissance. De ce point de vue-là, les inégalités politiques qu'on retrouve entre certains pays, disons du Nord et d'autres du Sud, se retrouvent aussi dans les langues. Cependant, la légitimité est extrêmement importante puisqu'il y a des pays dits des Suds qui appartiennent au Sud et qui sont de grands pays de littérature. À mon avis, la légitimité, c'est d'abord celle que l'on se donne à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur même de son propre pays. Lorsque l'on arrive à imposer cette langue-là, à en faire vraiment une langue d'écriture, une langue dans laquelle on lit, dans laquelle on crée, dans laquelle on pense, à partir de ce moment-là, je pense que
très naturellement, lentement certes, mais naturellement, ça se fera et la langue arrivera à dialoguer à l'international avec les autres langues. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours la reconnaissance internationale qu'il faut chercher, celle-là arrive presque naturellement une fois que dans son propre pays, on arrive à imposer cette langue-là. Elles peuvent être en compétition, ça on ne peut pas le nier, mais on a de chances d'exister dans cette compétition que si chez soi d'abord, il y a la fondation est solide. Je ne suis pas du tout pour l'abandon du français, je pense, ou de l'anglais. Je pense qu'il est possible de les faire cohabiter dans l'enseignement. Ça demande simplement un peu d'imagination et de courage. Alors, pour moi, pendant très longtemps, cette question-là de l'adresse, de s'adresser à un lectorat précis, n'était pas première. Vraiment, pour moi, elle était même assez éloignée du travail que je voulais faire comme écrivain, qui était personnel. Descendre en moi le plus loin possible, avec le plus d'honnêteté possible, pour chercher des choses à dire sur la condition humaine. Donc je visais toujours à l'universalité, vraiment j'y tiens à cette notion-là. Et je me suis rendu tout de même compte que, en tout cas les livres ne s'adressaient pas à tout le monde de la même manière, et n'arrivaient pas à tout le monde de la même manière. Et selon le travail littéraire qu'on fait, vous vous adressez toujours à une certaine partie de la population. En tout cas, pour le Sénégal, c'est vrai. Le fait même d'écrire en français exclut beaucoup de monde. Donc c'est une question qui a commencé à se poser de plus en plus. Pour qui écrit-on? En réalité, je ne suis pas certain d'avoir la réponse. Et je ne veux pas donner de réponse, de dire j'écris pour tel. Les livres prennent des chemins parfois très inattendus et rencontrent des lecteurs très inattendus à des endroits qu'on n'imaginait pas. Donc pour cette seule raison-là, j'évite d'avoir comme ça une sorte de public qu'on cible, mais j'espère que toute chose que j'écris peut arriver à parler à tout le monde. Les livres que j'ai écrits traitent de questions, oui, difficiles. En tout cas, au Sénégal, par exemple, Terre Sainte parle de la radicalisation de la religion, de l'islam en particulier, à travers le terrorisme et l'intégrisme religieux. De Purs Hommes, donc mon dernier roman, traite la question de l'homosexualité et plus précisément du discours en fait, qui est produit sur l'homosexualité. Je dis toujours que ce n'est pas un livre sur l'homosexualité parce que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un livre sur le discours que l'on produit et l'attitude que l'on a envers l'homosexualité, qui est une attitude qui peut être, qui peut aller de la défiance absolue à la violence, à la haine, une attitude de rejet. Comment est-ce qu'ils sont perçus? Terre Sainte a été, je pense, très bien accueilli au Sénégal parce que je crois que le fait que je sois passé par le roman atténue beaucoup de choses. La fiction permet toujours, je pense, de s'identifier beaucoup plus facilement et de ne pas prendre frontalement ce qui est dit pour soi. Parce qu'on sait que c'est une histoire, on suit des personnages et la fiction permet paradoxalement peut-être d'arriver beaucoup plus efficacement à une sorte de réflexion sur sa propre pratique religieuse, par exemple. Et puis c'était un sujet qui était vraiment très actuel, qui touchait le Mali, le pays fictif dont Terre Sainte ressemble beaucoup au Mali, où c'était un danger imminent, beaucoup plus proche qu'on ne le pensait et qui pouvait nous arriver, les gens s'en rendaient compte. Donc je pense que le roman, qui était aussi une réflexion sur comment faire face au terrorisme religieux, comment faire face au discours de clôture que certains utilisent, comment faire face à ce discours-là, comment lui résister. Donc Terre Sainte a été plutôt bien reçu et c'est celui que la majorité a lu, je pense. De Purs Hommes a eu un destin beaucoup plus
confidentiel. Mais je sais que c'est un livre qui circule, peut-être pas avec la visibilité que Terre Sainte a eu, mais beaucoup de gens l'ont lu, parce que précisément, c'est un thème, je crois, qui interroge aujourd'hui. C'est qu'avant même sa publication, il a été précédé par une sorte de rumeur, de réputation un peu scandaleuse ou sulfureuse. Il a écrit sur l'homosexualité, et tout de suite, il y a eu tout un ensemble de choses. Les fameux lobbies sont revenus. J'aurais été financé par un lobby gay. Je serais moi-même gay, même si je l'ai. Alors bon, mais voilà. Donc le livre a mis du temps à s'installer. Au départ, c'était très compliqué de le trouver au Sénégal, parce que aucune librairie ne voulait prendre le risque de le commercialiser. Donc pour l'avoir, ceux qui étaient au Sénégal devaient le commander ou le lire. Il était disponible en numérique. Mais petit à petit, même si c'était de façon très confidentielle, encore presque secrète, les gens l'ont lu, m'en ont parlé. J'ai pu faire une tournée au Sénégal pour en parler. J'avais très peur avant, j'avais quelques appréhensions avant d'y aller. Mais cela s'est bien passé. Je suis entier, comme vous pouvez le voir. J'ai pas succombé. On dit souvent que les sociétés ne sont pas prêtes, mais en réalité, on ne sait jamais quand une société est prête ou non, tant qu'on n'a pas commencé à introduire ce sujet-là. Et je n'étais pas dans un discours militant. Encore une fois, j'essaie de faire un travail d'écrivain. Une question est là, c'est une réalité humaine qui existe dans cette société. Comment l'aborder? Comment faire face à cette réalité-là et ne faire faire comme si elle n'existait pas? Ça m'a toujours semblé assez illusoire et hypocrite au fond. Pour de purs hommes, beaucoup de gens m'ont écrit directement pour partager, ou quand je les ai rencontrés, m'en ont parlé longuement. Ce sont des enjeux fondamentaux liés d'abord à la connaissance, c'est-à-dire que c'est pour étudier, c'est pour savoir ce qui se fait sur le continent, et même sans même parler du continent, c'est pour savoir ce qui se fait à l'intérieur d'un pays. En l'absence d'un réseau, non seulement de distribution, de diffusion, mais aussi d'un réseau commercial, c'est-à-dire là de relais. Si ce réseau-là est faible, il n'y a aucune chance en réalité pour que les livres puissent vivre, pour que les écrivains puissent vivre. Ils seront toujours tentés de s'exiler pour aller vivre de leur passion ailleurs. Et ça, c'est toujours assez triste en réalité de voir que c'est vraiment des questions de logistique, mais aussi de politique. C'est pas simplement de la logistique, mais aussi de politique qui freinent l'acquisition du savoir dans un pays. Il est dommage qu'on ne puisse pas savoir ce qui se publie dans le monde, par exemple, anglophone, dans le monde lusophone, en Afrique, dans les pays lusophones ou les pays anglophones ou les pays arabophones, parce que simplement les livres ne circulent pas. Donc il y a cet enjeu-là de faire dialoguer les pays entre eux aussi, en créant vraiment des structures interpays, on va dire, qui, dans une sous-région, en Afrique de l'Ouest, mettons, pourrait au moins faciliter la distribution, pourrait au moins faciliter la diffusion, et pourrait faciliter évidemment les traductions et les cessions de droits, par exemple. Pour parler de l'édition, tout simplement, de plus en plus d'écrivains africains qui vivent ici, qui écrivent ici, produisent ici, songent maintenant à réserver leurs droits africains à des éditeurs africains, leur cèdent leurs droits pour que tentent de publier les livres là-bas, mais dans des éditions beaucoup plus accessibles à la bourse des populations sur place. Donc il y a énormément de choses possibles, et puis s'obstiner, ne pas s'arrêter aux échecs, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'éditions, d'aventures comme ça qui ont été lancées. Je pense aux nouvelles éditions africaines, par exemple, qui en temps ont vraiment été une formidable aventure de publication entre pays, de coopération entre les pays, mais qui, avec le temps, ont fini un peu par décliner. Je pense que ce type d'aventure-là, panafricaine,
peuvent être relancées aujourd'hui, surtout que le numérique aujourd'hui offre, le digital offre énormément de possibilités qu'il faut peut-être songer à mieux explorer.